Si vous aimez mon contenu, vous pouvez toujours vous abonner et partager cette vidéo. Vous pouvez également la liker et commenter, ainsi que faire un petit tour sur YouTube si vous le désirez. Sur ce, on passe à l'épisode. On n'y pense pas toujours, mais pourtant, les lunes des différentes planètes de notre système solaire nous offrent une variété de paysages assez incroyables. En premier, il y a, bien sûr, notre lune. On ne la présente d'ailleurs plus, tant les photos de sondes, d'astronomes et d'astronautes sont nombreuses sur Internet. Il y a aussi des lunes plus singulières, comme Japet avec sa célèbre crête équatoriale, ou Rhea avec son cratère d'impact géant, qui n'est pas sans rappeler un certain objet d'une certaine saga. Mais nous avons aussi des lunes à l'aspect et la composition plus exotiques, comme les lunes glacées, Encelade et Europe, qui orbitent respectivement autour de Saturne et Jupiter. On peut également penser à Io, la lune de Jupiter, avec son volcanisme sans pareil dans le système solaire. Enfin, pour terminer, comment ne pas citer Titan et son cycle du méthane, qui fait d'elle l'un des corps les plus semblables à la Terre, avec la présence de lacs, de mers, de pluies et de rivières composées de méthane au lieu d'eau. Bon d'accord, avec ses moins 180 degrés, Titan est loin d'être aussi habitable que la Terre, mais ce que j'essaye de démontrer, c'est que les satellites des planètes sont tout aussi intéressants que leurs planètes. On pourrait, cependant, être tenté de se dire qu'avec notre système solaire, nous avons globalement fait le tour des possibilités pour une lune. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Vous l'aurez peut-être vu venir, aujourd'hui, on va parler d'exolunes. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le terme exolune, retenez simplement que c'est globalement la même chose qu'une exoplanète. Il s'agit d'un astre qui ne se trouve pas dans notre système solaire. Toutefois, la différence majeure entre une exolune et une exoplanète, c'est que la première n'a pas encore été confirmée. J'en ai déjà souvent parlé, mais découvrir une exoplanète est déjà très compliqué. Quelle que soit la méthode choisie, il faut des instruments de haute précision, et certaines détections peuvent demander beaucoup de temps pour être confirmées. Même si de nos jours le catalogue de plus de 4000 exoplanètes connues s'étend plus vite que jamais, du côté des exolunes, les choses sont plus compliquées. Cependant, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vais vous recommander celui sur les méthodes de détection d'exoplanètes si vous désirez approfondir. Il n'est pas essentiel à la compréhension de cet épisode, mais est plutôt un bon complément. Pour en revenir au sujet principal, le problème avec les exolunes, c'est qu'elles tournent autour de leur planète. Bon, je sais, c'est assez naturel et semble peu problématique, mais vous allez comprendre. Prenons, par exemple, la méthode de détection la plus simple, celle dite des transits. Cette méthode consiste à observer la baisse de luminosité d'une étoile provoquée par le passage d'une exoplanète devant celle-ci. Le problème avec les exolunes, c'est qu'il faut en plus d'observer l'étoile au moment où la planète passe, que la Lune ne soit pas cachée par la planète en se situant devant ou derrière elle. Déjà là, je crois que vous commencez à comprendre le problème, mais ça peut encore être plus compliqué. Une autre méthode de détection consiste, elle, à analyser l'oscillation d'une étoile causée par sa planète qui lui tourne autour, et l'attire légèrement vers elle. Dans le cas de cette méthode-ci, appelée la méthode des vitesses radiales, il est impossible de différencier la force d'attraction d'une planète et celle de sa lune, étant donné que, à l'échelle d'un système solaire, les deux objets attirent l'étoile comme s'ils n'en formaient qu'un. Ça, plus le fait qu'une lune aura un impact bien plus faible sur les mesures, quelle que soit la méthode de détection, qu'une planète, on comprend dès lors aisément que cela nécessite des mesures encore plus précises. Il devient ainsi assez facile de comprendre pourquoi aucune exolune n'a encore été découverte. Sauf que vous connaissez la musique. Comme toujours en astronomie, c'est plus compliqué. Alors je vous propose de vous relaxer 2 minutes avant de passer à la suite. Asseyez-vous, prenez une aspirine, une banane, détendez-vous. Vous êtes prêts? Super. Quand je dis qu'aucune exolune n'a encore été découverte, c'est à la fois vrai et faux. Vous avez droit à une seconde aspirine pour cette phrase. Pour qu'une exolune soit officiellement découverte, c'est comme une planète. Il faut que sa détection soit confirmée et vérifiée un maximum. L'objectif est ainsi d'écarter les faux positifs, qu'ils soient liés à une mauvaise interprétation des données ou à l'instrument utilisé pour la détection. Ainsi, si aucune exolune n'est actuellement confirmée, il en existe en revanche 8 candidates en attente de confirmation.
L'une des plus intéressantes, c'est Kepler 1625b1. Ce n'est certainement pas le nom le plus facile à retenir, d'accord, mais j'aimerais quand même rapidement le décortiquer afin de vous expliquer son sens qui, vous allez voir, est assez simple. La Lune se nomme Kepler 1625b1, 1 correspondant au numéro de la Lune après la planète. Elle tourne donc autour de l'exoplanète Kepler 1625b, dans le système Kepler 1625, système dont la planète a été découverte par le télescope spatial Kepler. Ainsi, le nom d'une exoplanète sera toujours le nom de son étoile, puis la première lettre disponible. L'étoile portant d'office le nom avec la lettre A, la première exoplanète sera tout de suite la B. Ensuite, si cette exoplanète a une lune, elle portera ensuite le numéro 1, 2 et ainsi de suite. Cette planète, d'une taille supérieure à Jupiter, orbite autour d'une étoile de même masse que le Soleil, mais 70% plus large, ce qui signifie qu'elle est très probablement plus âgée. C'est en analysant la fuite de luminosité provoquée par le passage de la planète devant son étoile, d'abord avec le télescope spatial Kepler, puis Hubble, que la découverte de l'exolune a été réalisée. Ainsi, la Lune serait 4 fois plus grande que la Terre, donc d'une taille semblable à Neptune. Il est cependant à noter que, dans le cas de Neptune, si celle-ci est 4 fois plus grande que la Terre, elle en fait cependant 17 fois la masse. Il faut bien avouer que 4 fois la Terre, ce n'est pas exactement la définition que l'on peut se faire d'une Lune. Quand je vous disais qu'il y aurait des surprises, c'est justement la taille assez conséquente de cette Lune qui fait penser qu'elle pourrait, et j'insiste sur pourrait, être une planète capturée par Kepler 1625 et devenue ainsi son satellite. Mais le plus amusant, c'est que, étant donné la distance entre la planète et son étoile, un peu plus proche que la Terre, sa température pourrait faire de la Lune une super-Terre habitable. Avant d'aller plus loin, je tiens, toutefois, à préciser qu'il ne faut pas confondre super-Terre et planète superhabitable. Les super-Terres sont simplement des planètes rocheuses plus grandes et massives que la Terre, comme l'exolune de Kepler 1625b. Les planètes superhabitables, elles, sont des astres où les conditions sont plus favorables à la vie que celles que l'on trouve sur Terre. Si les deux mots se ressemblent et sont souvent confondus dans les médias, ils ne désignent cependant pas du tout la même chose. Pour en revenir à Kepler 1625b1, si celle-ci est suffisamment réchauffée par sa planète et qu'elle dispose d'une atmosphère suffisamment épaisse, elle pourrait présenter des conditions permettant à l'eau de rester liquide. Mais comme toujours, je crois qu'il est plus intelligent de prendre ces informations avec précaution. Non seulement l'exolune n'est pas confirmée, mais en plus beaucoup de paramètres nous échappent, comme l'existence d'un champ magnétique ou sa composition. Cependant, Kepler 1625b1 permet de soulever une question assez intéressante. Les lunes peuvent-elles abriter la vie? Si jusqu'à présent aucun objet de ce type n'a été découvert, il y a fort à parier que cette configuration soit possible. Très rare, mais possible. Notre seule lune aurait, au début de sa formation, pu disposer d'une atmosphère et d'un champ magnétique. Si de par sa petite taille, celui-ci a vite disparu, une lune plus grande dont le cœur métallique est maintenu liquide et chaud par l'effet de marée d'une planète suffisamment massive, donc probablement plus grande que Jupiter, pourrait, elle, garder son champ magnétique plus longtemps. D'ailleurs, ce besoin fait qu'il existe probablement une zone habitable autour d'une planète plus grande ou semblable à Jupiter. Cette zone correspond, tout simplement, à la zone où la Lune n'est ni trop chauffée par l'effet de marée, ni trop loin pour ne pas en bénéficier. Ce constat fait cependant remarquer une chose. Aussi troublant que cela puisse paraître, et mis à part la taille et la masse, souvent moins élevées, il n'y a pas de frontière claire qui sépare une Lune d'une planète. Ganymède, par exemple, avec son rayon de 2600 km contre 2400 pour Mercure, pourrait très bien être temporairement habitable si elle se trouvait plus proche du Soleil, comme la Terre, ou du moins présenter des conditions intéressantes. Si tout ceci relève plus de la supposition que du fait, la réflexion sur l'habitabilité des exolunes est quant à elle assez intéressante. Car au final, le point le plus important à retenir, ce n'est pas à quoi pourrait ou aurait pu ressembler certains corps, ce qui s'appuie souvent sur des suppositions. Non. Le point le plus important à retenir, c'est que les planètes ne sont pas les seuls astres sur lesquels on peut espérer trouver des conditions favorables à l'apparition de la vie. Pour un peu changer de sujet, et sortir du chapitre sur l'habitabilité,
Il est également supposé qu'il existe 3 exolunes autour de la planète J1407b, dont 2 situées dans un vide entre 2 anneaux, et l'une située après ceux-ci. Mais les planètes et les anneaux, ça, c'est un autre sujet. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur une petite anecdote. Il est possible, et je dis bien possible, que l'exolune Kepler 1625b1 puisse, elle aussi, disposer d'une petite lune. Une lune autour d'une lune. Si ce phénomène est probablement assez rare, il est, cependant, possible d'un point de vue mathématique. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié ce moment passé en ma compagnie, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.